Quand les tirs cessèrent en Europe, le commandement allié avait sur le sol allemand plus de 60 divisions américaines. Au total, le contingent sur le continent dépassait les 3 millions d'effectifs. À la fin des combats, ces mêmes unités devinrent la force chargée d'imposer le contrôle sur la nation vaincue. Ainsi naquit l'occupation de type militaire, dont l'objectif consistait à établir une domination absolue par la présence directe de soldats dans chaque coin du pays. Les détachements se déployèrent sur tout le territoire, même dans de vastes régions. Une division d'infanterie reçut temporairement la tâche de surveiller une zone de presque le double de la taille de l'État du Delaware. Une autre devait superviser plus de 2000 milles carrés. Pour accomplir cette mission, les bataillons opéraient séparément et les compagnies étaient considérées comme la structure idéale. Elles pouvaient se loger facilement dans des bâtiments existants et maintenir une communication constante sans parcourir de grandes distances. Il n'était pas rare que des pelotons entiers travaillent isolés, à grande distance de leur quartier général. Comment cette occupation militaire a-t-elle fini par se transformer en une relation interdite entre vainqueurs et vaincus? L'arrivée des vainqueurs, le début de l'occupation américaine. Tout a commencé par une présence écrasante. Les soldats ont pris en charge la surveillance des carrefours, des ponts et des gares frontalières. Ils ont maintenu des contrôles aux intersections, envoyé des patrouilles mobiles pour arrêter ceux qui violaient les couvre-feux et garder des points fixes tels que des camps de personnes déplacées, des prisons, des réseaux téléphoniques, des usines, des banques et des infrastructures ferroviaires. Au cours des premiers mois, le nombre d'effectifs était si élevé qu'ils pouvaient protéger presque n'importe quel endroit, même ceux sans valeur stratégique évidente. Les anciennes troupes de combat sont ainsi passées à l'exercice de tâches de protection interne. Ce modèle d'occupation transmettait clairement à la population allemande qu'elle avait perdu la guerre et que son pays était sous domination étrangère. En théorie, cette stratégie était capable de prévenir toute tentative initiale de rébellion, même si aucun signe évident de résistance organisée n'a été détecté. Cependant, cette forme de contrôle nécessitait une quantité de militaires bien supérieure à celle disponible pour une période prolongée. De plus, elle affectait négativement tant la capacité opérationnelle que la discipline. Les grandes unités perdèrent leur cohésion, tandis que dans les groupes plus petits, le comportement commençait à se détériorer. Paradoxalement, ceux qui devaient en bénéficier le plus directement, à savoir les autorités du gouvernement militaire, sont arrivés à la conclusion qu'il aurait été préférable de disposer de bataillons de police spécifiquement créés pour ces fonctions. Cette idée avait déjà été rejetée au cours des années précédentes. Les soldats pensaient en termes de protection militaire, de sorte que leurs priorités différèrent souvent de celles qui auraient favorisé une administration plus efficace. Un officier responsable de l'ordre public dans une ville allemande expliquait qu'il devait consacrer une bonne partie de sa journée à convaincre les troupes déployées que leur rôle ne se limitait pas à surveiller de possibles cibles de sabotage, ni à vérifier des permis. Il était également nécessaire de garder des œuvres d'art de valeur millionnaire, des documents officiels stockés en grande quantité et de nombreux wagons contenant des matériaux sensibles, le tout sous la responsabilité directe du gouvernement militaire. Cette différence d'approche générait des tensions pratiques. L'un des inconvénients les plus évidents de ce déploiement massif était son caractère temporaire. La majorité des militaires avaient comme destination finale le théâtre d'opérations du Pacifique ou le retour à la maison. Pour beaucoup, leur fonction en Allemagne s'était achevée avec la reddition. Certains resteraient quelques semaines, d'autres quelques mois. Cependant, tous étaient destinés à être remplacés ou réaffectés dans peu de temps. Au mois de juillet, une fois achevé le repli vers les zones assignées, le commandement central publia un plan de repositionnement. Ce nouveau schéma se fondait sur une projection de 8 divisions comme force d'occupation permanente. 3 seraient destinées au district occidental, 4 à l'oriental, une avec une fraction séparée, à Berlin, et un régiment additionnel dans la ville portuaire de Brême. Le système d'occupation de type armé se maintiendrait, quoique avec des modifications. On entraînerait 2 régiments spéciaux, un blindé et un aéroporté, qui pourraient réagir rapidement en cas de crise. Le reste continuerait de remplir des fonctions statiques, bien qu'il s'établirait en regroupement plus grand, près des centres administratifs, évitant de disperser les unités comme cela avait été fait auparavant. Cet ajustement cherchait à réduire la fragmentation et à optimiser les ressources disponibles. En concentrant les troupes près des nœuds clés, on gagnait en capacité de réponse, on facilitait le maintien de la discipline et on limitait les difficultés logistiques.
Ainsi, on espérait corriger les problèmes détectés pendant la phase initiale, lorsque la dispersion générait une perte de contrôle, une usure opérationnelle et de la frustration parmi les commandants. Ordre d'isolement, la politique de non-fraternisation. Le quartier général du commandant suprême avait émis, depuis mars 1945, une norme claire pour tous les militaires déployés. Il était strictement interdit d'établir des liens de toute nature avec des individus de nationalité allemande. Cette instruction, rédigée des semaines avant la fin officielle de la contention, réaffirmait un ordre antérieur qui avait déjà été appliqué en Afrique du Nord et pendant la présence américaine en territoire français. Non seulement on empêchait des relations amicales ou de proximité, mais aussi des interactions sans importance apparente, comme des échanges verbaux casuels. Les soldats devaient s'abstenir de complètement engager la conversation, sauf dans les cas où cela était strictement indispensable pour des motifs strictement fonctionnels. Et même alors, le langage devait être réduit au minimum. Pour les autorités chargées de l'administration sous contrôle militaire, cette directive non seulement entrave leurs activités quotidiennes, mais créait aussi un scénario contradictoire. Au niveau local, ceux qui devaient mettre en œuvre des tâches de reconstruction, de supervision ou de coordination administrative se voyaient obligés de maintenir un contact constant avec des résidents germaniques. Cela mettait en conflit le mandat supérieur avec les exigences du travail sur le terrain. Au-delà des aspects opérationnels, cette barrière imposée entre vainqueurs et vaincus érosait le discours officiel qui cherchait à montrer les Américains comme des agents de libération et non comme des dominateurs. La distance obligée contribuait à maintenir l'image d'occupant absolu et sapait tout effort de rapprochement institutionnel. Divers responsables de stratégie de communication au sein du commandement allié avaient averti immédiatement que la mesure avait des effets contre-productifs, aussi bien sur le plan psychologique que stratégique. La logique imposée depuis les hauteurs se heurtait aux réalités des casernes. Chez les militaires, la disposition générait de la confusion, de l'inconfort et, dans de nombreux cas, du rejet. On insistait sur son respect au moyen de rappels constants, de publications internes adressées au peloton, et de sanctions ponctuelles appliquées comme exemple dissuasif. Cependant, en pratique, l'ordre était non seulement souvent enfreint, mais était aussi devenu motif de moquerie. Pour beaucoup, il s'avérait impossible de maintenir un tel isolement dans des contextes où la cohabitation forcée rendait les échanges inévitables, aussi brefs fussent-ils. Les règles commencèrent à se dissoudre rapidement quand, en juin, il fut permis pour la première fois aux militaires de pouvoir adresser la parole aux enfants. Peu après, l'usage de la langue avec des adultes fut autorisé si le but était de préserver la sécurité dans les zones de responsabilité. Cette ouverture partielle marqua le début d'un assouplissement progressif. Au cours des semaines suivantes, la rigidité initiale restait dans le passé. À la mi-juillet, la normative avait déjà perdu sa validité opérationnelle dans la majorité des détachements. Des commandants intermédiaires observèrent que, tandis que les unités gagnaient en stabilité, retrouvaient leur discipline et adoptaient des routines moins forcées, les comportements problématiques diminuaient. Par conséquent, il n'était plus nécessaire d'appliquer des mesures extrêmes. L'expérience démontra que les épisodes graves d'indiscipline étaient rares, et à certains égards, les contacts interdits avaient généré des résultats bénéfiques. Des rapports, élaborés par des instances sanitaires du département de la guerre, signalèrent que, loin d'être un risque immédiat, le rapprochement entre soldats et population pouvait même faciliter certains contrôles. La politique initiale de distancement rigoureux était née d'une vision strictement défensive, centrée sur éviter des contaminations idéologiques, des altérations émotionnelles ou des conflits indésirables. Mais cette prévision n'a pas réussi à se maintenir face aux dynamiques réelles d'une occupation étendue. Dans divers rapports, il était souligné que le contact limité, lorsqu'il était géré avec intelligence, ne produisait aucun effet négatif. Au contraire, il favorisait l'identification des besoins, permettait d'anticiper les problèmes de sécurité et contribuait à humaniser l'environnement. La cohabitation imposée par la carte d'occupation rendait l'interdiction absolue impraticable, aussi bien pour des raisons logistiques que pour des conditions humaines basiques. Dès les premiers jours postérieurs à la capitulation allemande, les contradictions entre le discours officiel et le quotidien se firent évidentes. Les commandants sur le terrain signalaient que la population locale, loin de montrer une hostilité directe, se rapprochait fréquemment des troupes,
que ce soit par nécessité, par curiosité ou par désespoir. Cette réalité laissait les soldats face à une dilemme, obéir de manière littérale à une norme peu viable ou appliquer des critères propres en fonction de la situation. Beaucoup optaient pour interpréter l'ordre avec souplesse, surtout lorsqu'ils voyaient qu'il n'y avait pas de représailles sérieuses. Cette ambiguïté structurelle affaiblit l'efficacité du message institutionnel et fomenta un climat de perméabilité croissante. La chaîne de commandement essaya de réitérer la validité de la politique à travers des bulletins, des instructions écrites et des séances d'information. Cependant, ces actions avaient une portée limitée. La pression pour respecter se réduisit progressivement, et la perception générale parmi les soldats était que la norme était devenue obsolète. Pendant ce temps, à l'intérieur des bureaux du haut commandement, on débattait sur l'utilité réelle de maintenir un ordre qui ne pouvait plus être appliqué de manière uniforme. Certains secteurs préconisèrent de reformuler complètement l'approche, en l'adaptant aux nouveaux objectifs de stabilité et de collaboration institutionnelle. D'autres défendèrent sa pertinence comme symbole d'autorité et de contrôle. Dans les zones rurales et les villages éloignés, où les détachements étaient petits et le contact avec les résidents était constant, la fraternisation passait pratiquement inaperçue. Les barrières physiques étaient inexistantes et les distances entre les postes militaires et les habitations civiles s'avéraient minimes. En revanche, dans les grandes villes où les niveaux de surveillance étaient plus élevés, le respect était plus rigoureux. Même ainsi, les failles étaient évidentes. Les patrouilles se heurtaient fréquemment à des scènes qui reflétaient une normalisation des relations interdites. Cela renforçait l'idée que la politique officielle était en train de perdre sa raison d'être. Les rapports internes commencèrent à refléter cette transition. On documentait moins d'incidents liés aux excès ou aux conflits dérivés du contact entre les troupes et les civils. De plus, il était souligné que les échanges informels contribuaient, dans de nombreux cas, à réduire les tensions. C'est pourquoi certains officiers commencèrent à considérer que la levée progressive de la norme pouvait être bénéfique. Cette posture gagnait en force, surtout parmi ceux qui avaient une expérience directe sur le terrain. La distance entre la planification stratégique et l'implémentation réelle n'avait jamais été aussi évidente. L'évolution de la politique de non-fraternisation devint, sans qu'on l'ait voulu, un reflet des tensions internes de l'occupation. D'un côté, le désir de maintenir une autorité incontestable, de l'autre, la nécessité de s'adapter aux réalités d'une population vaincue mais encore présente. La mesure, conçue comme un instrument de contrôle symbolique, finit par se diluer face à la pratique quotidienne. L'occupation ne pouvait se maintenir sous des paramètres de guerre prolongés. Les troupes réclamaient un autre type d'instruction, plus adapté à l'environnement post-belligérant qu'au conflit déjà terminé. En parallèle, les critiques augmentaient depuis des secteurs civils américains qui remettaient en question l'isolement absolu comme posture officielle. Ils argumentaient que si le but était de démocratiser et de rééduquer, le contact était inévitable. Certaines voix signalaient que le rapprochement pouvait être un outil utile pour détecter des attitudes hostiles, identifier des restes idéologiques et générer un environnement moins enclin à la radicalisation. Ces opinions, bien que non majoritaires, gagnèrent de l'espace dans les débats internes. Au niveau interne, les commandants intermédiaires rapportaient que l'usure émotionnelle était plus évidente dans les unités où l'interdiction était appliquée avec plus de sévérité. L'isolement forcé générait de la frustration, augmentait la tension interne et réduisait la cohésion entre les membres. En revanche, là où l'interaction se donnait de manière contrôlée, les indices de conflit diminuaient. Ces données contribuèrent à renforcer l'argument selon lequel la norme devait être repensée. L'expérience directe devint la base pour une révision profonde de l'approche originale. Le contexte stratégique influait aussi. Avec le front du Pacifique encore actif et la nécessité de maintenir le moral élevé parmi les soldats, les autorités comprirent qu'imposer des mesures excessivement restrictives pouvait avoir des conséquences négatives. L'occupation n'était plus une mission temporaire, elle se profilait comme un processus complexe, prolongé et avec de multiples facettes. Dans ce cadre, l'isolement absolu s'avérait non seulement impraticable, mais contre-productif. L'ordre qui avait autrefois prétendu tracer une ligne infranchissable entre deux mondes finit, en pratique, par se dissoudre sous son propre poids. Les soldats américains, bien qu'encore soumis à des instructions formelles, commencèrent à se mouvoir avec plus de liberté. Les règles se relâchèrent sans besoin de nouvelles dispositions officielles.
Le changement fut silencieux, mais ferme. Les priorités évoluèrent, et avec elles, l'application des règles. Le dernier commandement, la guerre interne pour le contrôle de l'Allemagne. Lorsqu'ils se réunirent les hauts commandements en juin 1945, Clay leur exposa que les autorités à Washington considérèrent que l'administration de l'Allemagne n'incombait pas à des soldats. L'objectif était de remettre ce contrôle entre des mains civiles dès que les circonstances le permettraient. Truman, des semaines auparavant, avait exprimé que les militaires devaient se limiter à des fonctions strictement militaires et que la direction politique du pays vaincu devait passer rapidement à d'autres instances. Cette idée fut partagée par Eisenhower, qui se réunit avec le président à Francfort vers la fin de juillet. Tous deux conclurent que le commandement militaire devait préparer une structure apte au transfert immédiat aux autorités civiles. Dès le début, le Conseil de contrôle américain avait été conçu comme une instance transitoire, orientée vers la facilitation du relais administratif. Déjà en avril, Clay avait soulevé la question d'intégrer des civils à l'équipe du gouvernement militaire afin qu'ils puissent assumer la direction dès que le transfert se concrétiserait. Un mois plus tard, il réitéra que l'organisme devait se transformer rapidement en une entité civile avec la capacité de gérer l'Allemagne selon des critères non militaires. Lors d'une réunion à la fin de juin, il commenta qu'il était déjà en train d'introduire des spécialistes non en uniforme dans les sections clés du commandement et que, selon son entendement, leur fonction était justement celle-là, coordonner la transition vers un schéma non militaire. Tandis que la guerre dans le Pacifique restait active, le nombre d'officiers était si élevé qu'on ne voyait pas la nécessité de réduire la présence militaire dans les bureaux d'occupation. Même au Conseil de contrôle, le personnel civil augmenta de manière modeste, en comparaison avec les augmentations des effectifs militaires. En mai, il y avait 83 civils, et en septembre 366, mais les officiers et soldats dans cette même instance passèrent de 417 à près de 1500, et les soldats de base de peu plus de 500 à plus de 4000. Dans les 2 mois suivants, cependant, la situation changea. Les troupes commencèrent à être déplacées hors de l'Allemagne et les civils augmentèrent jusqu'à atteindre les 489. La première semaine de septembre, Clay lança un plan pour que plusieurs officiers acceptent de continuer leurs fonctions, mais sous statut civil. Le 1er octobre, il ordonna de réviser tous les postes du gouvernement militaire afin de les attribuer à du personnel non armé. Eisenhower, de son côté, demanda au commandant de ne pas interférer dans ce processus. La dispute interne entre la section G5 du théâtre d'opération et le conseil de contrôle se termina ce même mois, Clay imposant son critère. Lui et Adcock, le général à charge du G5, décidèrent d'unifier leurs équipes, attribuant chaque division administrative à Francfort ou Berlin selon où elle pourrait opérer mieux. Adcock assuma de fait comme son numéro 2. Des jours plus tard, Clay exprima son intention de fusionner ces deux structures en un seul bureau général chargé du gouvernement d'occupation. Cette fusion impliquait de déconnecter la chaîne de commande militaire des fonctions d'administration territoriale, ce qui générait des résistances chez plusieurs commandants intermédiaires. Les sections G5 des divisions militaires, qui n'avaient pas de fonctions différenciées, étaient les plus affectées. En septembre, Clay dut décider entre 2 plans. L'un éliminait immédiatement les unités G5 et mettait tout sous le conseil de contrôle. L'autre impliquait le même sort, mais de manière graduelle. Clay choisit ce second approche. Dès le 1er octobre, le conseil de contrôle fut renommé Bureau du gouvernement militaire d'États-Unis. Le G5 du théâtre fut renommé Bureau du gouvernement militaire pour la zone américaine. Les bureaux régionaux changèrent aussi. Celui du 3e armée s'intégra avec celui de Bavière et celui du 7e armée se transforma en celui du district occidental. Pour les troupes sur le terrain, cette réorganisation signifiait la fin du modèle dans lequel les forces tactiques portaient aussi l'administration locale. Plus tard, des ordres clairs furent émis. Les fonctions de gouvernement par l'armée devaient cesser complètement à partir du 31 décembre. À partir de ce moment, le nouvel appareil administratif commença sa transition pratique vers Berlin. Clay devait équilibrer le symbolisme d'établir le siège dans la capitale avec l'efficacité qu'offrait Francfort, bien mieux équipé et avec un réseau fonctionnel déjà consolidé. Le déménagement fut conçu de manière échelonnée, cherchant à ne pas paralyser le travail quotidien ni affaiblir la coordination entre les commandants.
Le transfert marqua aussi le début d'une séparation plus nette entre les tâches militaires et les civils au sein de la zone américaine. Le jour suivant l'approbation officielle de la nouvelle structure administrative, Clay écrivit à McCloy expliquant que l'intention finale était de séparer complètement l'appareil de gouvernement des forces militaires. Sa vision était que cette séparation devait se faire avec urgence. Eisenhower, de son côté, communiqua au commandant que l'armée devait être prête à se détacher de ses fonctions avec à peine 24 heures d'avance. Clay n'attendait pas un rythme aussi vertigineux. En lisant le premier brouillon du rapport que Price allait remettre au président, où il était proposé de remettre le contrôle à un commissaire civil désigné par Washington, il répondit que cette décision ne pouvait pas être unilatérale. Les 3 autres puissances occupantes devaient être d'accord, et il prévoyait que tout le processus prendrait au moins jusqu'en juillet de l'année suivante. En privé, plusieurs dirigeants de l'armée manifestaient leur désir de quitter cette tâche dès que possible. Smith, l'un des principaux conseillers d'Eisenhower, reconnut devant Price qu'il n'était pas convaincu que les civils puissent mieux gérer la situation, mais que d'un point de vue interne, il était préférable de se retirer le plus rapidement possible. L'ambiance était de plus en plus hostile, et continuer dans cette fonction pouvait affecter l'image des forces armées. À la fin d'octobre, à Washington, les secrétaires de la guerre, de la marine et d'État se réunirent pour débattre du sujet. Patterson opina que le département d'État devait assumer le contrôle. Burns, titulaire des affaires étrangères, considérait que l'armée avait une meilleure organisation et que c'était une erreur de presser le changement. Si finalement son ministère devait assumer le commandement, il suggérait de différer cette annonce pendant au moins 8 mois de plus. 3 jours plus tard, Eisenhower écrivit à Truman rappelant leur engagement commun de juillet et suggérant que la transition complète se concrétise au maximum en juin 1946. Le président accepta cette date et la communiqua à la presse, établissant officiellement que le transfert du gouvernement militaire à des mains civiles se réaliserait avant le 1er juin de l'année suivante. L'hiver du chaos, quand les femmes payèrent la défaite. À mesure que l'année 1945 avançait, les autorités qui géraient le contrôle de l'Allemagne pressentaient un hiver catastrophique. Dès les premiers indices de champs non cultivés, de mines inactives et de villes détruites, les responsables alliés craignaient un scénario de chaos. Déjà en juin, des rapports avertissaient d'une crise qui pourrait nécessiter une répression armée. En août, Eisenhower alerta les dirigeants allemands sur ce qui s'annonçait. Pour octobre, le haut commandement considérait probable une vague d'émeutes. C'est pourquoi ils ordonnèrent d'avertir les dirigeants locaux qu'ils seraient responsables de toute agression contre les forces occupantes. Initialement, la population semblait trop étourdie pour réagir. Avec le passage de l'été et l'aggravation des conditions de base, l'humeur collective s'effondra. Sans charbon ni aliments suffisants, et avec les producteurs réticents à vendre pour de l'argent sans valeur, les civils commencèrent à sombrer dans une spirale d'angoisse. Bien que la récolte ne fût pas mauvaise, elle n'atteignait pas à couvrir les besoins de l'hiver. Le transport de charbon fonctionnait à peine, et les livraisons au secteur américain se réduisirent drastiquement au fur et à mesure que l'année avançait. En réponse, les autorités réquisitionnèrent toute réserve qui dépassait les 250 kilos et exigèrent aux enfants d'apporter du bois aux écoles pour pouvoir les chauffer. La dévaluation de la monnaie ajoutée à l'émission de billets alliés provoqua la crainte d'une hyperinflation. La population, incapable d'acheter presque rien, opta pour investir dans des timbres-poste. Beaucoup d'ouvriers n'allaient au travail que juste assez pour conserver les cartes de rationnement. La situation s'aggrava quand il fut annoncé que plus de 2 millions d'Allemands expulsés de l'Est seraient réinstallés entre décembre et juillet. La répartition incluait des centaines de milliers depuis la Tchécoslovaquie et la Hongrie vers la zone contrôlée par États-Unis. La nouvelle d'un accord pour échanger des déplacés entre zones occupées ne rassura personne. Personne n'espérait que les nouveaux arrivants retournent à leur lieu d'origine. Loger et nourrir ces personnes était la responsabilité exclusive des Allemands, et ni les autorités ni la population n'étaient préparés. Un général de la 3e armée alla jusqu'à déclarer qu'il n'y aurait pas d'espace même en empilant les nouveaux arrivants les uns sur les autres. Simultanément, on envisageait la possibilité de libérer des milliers de prisonniers de guerre dans les mois suivants. Les plans incluaient le retour de dizaines de milliers depuis les États-Unis et possiblement le rapatriement de plus d'1 demi-million depuis la France en raison de l'état critique dans lequel ils se trouvaient.
Eisenhower arrêta les transferts vers le sol français en constatant que beaucoup étaient au bord de la mort. En même temps, maintenir des prisonniers s'avérait plus coûteux que d'embaucher des travailleurs civils. C'est pourquoi il était prévu de décharger cette charge sur l'Allemagne. Pour octobre, Clay savait déjà qu'il ne parviendrait pas à augmenter le niveau calorique aux 2000 par jour. Ils atteignaient à peine les 1250, insuffisant pour survivre sans chauffage. En novembre, une augmentation à 1500 calories quotidiennes fut annoncée, quoique avec des doutes sur sa viabilité. Cette ration équivalait en termes pratiques à du pain, des pommes de terre, un peu de flocons d'avoine, une cuillerée à café de graisse et une autre de sucre. Les protéines étaient un luxe rare, tout comme les légumes. Pour pallier la situation, des soupes populaires furent créées dans tout le pays. En Bavière, des millions de rations mensuelles furent même servies, bien qu'il fallait remettre des coupons et même payer pour la nourriture si l'on n'était pas en situation d'urgence. En décembre, l'envoi d'aide par des organisations privées américaines fut enfin autorisé, sous la condition d'une distribution juste. Malgré tout, la Noël ne fut pas aussi désolante qu'on le craignait. Une noix coûtait des milliers de marks, et le marché noir offrait de vieilles boîtes de conserve de l'armée recyclées comme si elles étaient des ragoûts. Les rues en ruine offraient peu de jouets, à peine quelques crayons et des ornements. À Stuttgart, un arbre avec des lumières au siège d'un journal contrastait brutalement avec l'obscurité régnante. Cependant, le climat inhabituellement chaud aida. Beaucoup se souvenaient que l'année antérieure avait pris fin avec une pluie de bombes. Les soldats américains organisèrent des célébrations pour les enfants. À Wetzlar, par exemple, ils distribuèrent des bonbons à des milliers d'écoliers. Dans d'autres villes, ils distribuèrent aussi des jouets et des friandises. Certaines autorités enregistrèrent avec cynisme que les seuls Allemands qui se rapprochaient pour souhaiter les fêtes étaient d'anciens membres du parti nazi qui cherchaient à se concilier les faveurs. Juste après Noël, une tempête de vent ravagea des toits et des murs mal réparés, laissant les rues pleines de décombres. Malgré cela, le beau temps persista jusqu'en janvier, ce qui évita une tragédie majeure. Grâce à la ration maintenue à 1550 calories, le moral commença à s'améliorer. Bien que les vivres s'épuisaient, beaucoup croyaient que la situation se stabilisait. Les déplacés et les nazis internés recevaient beaucoup plus de calories que le reste. Les premiers atteignaient 2600 par jour, les seconds 2200. En revanche, la population générale atteignait à peine les 1900, marché noir inclus. À Berlin, l'indice de mortalité infantile baissa notablement, surtout comparé à l'été antérieur. Néanmoins, tout dépendait d'importations qui s'épuisaient. Pour mars, il restait des fournitures pour moins de 2 mois. Pendant ce temps, l'armée affrontait un autre type de crise. Peu avant de quitter le commandement, Eisenhower réprimanda publiquement ses troupes pour leur comportement. Il mentionna des problèmes avec l'uniforme, des conduites agressives et un manque de respect aussi bien envers les civils qu'entre soldats. Malgré qu'il insistait sur le fait qu'il s'agissait d'une minorité, les enquêtes signalaient le contraire. En octobre, la police de Stuttgart enregistra plus d'une douzaine d'agressions en une seule semaine. Dans une autre localité, plusieurs militaires ivres frappèrent des fonctionnaires locaux, cassèrent des fenêtres, tentèrent de poignarder des civils et volèrent des biens. En Bavière, une jeune femme mourut dans un supposé accident de chasse. Dans une autre zone, des agents de police dénoncèrent avoir été la cible de tirs par des soldats en plus d'une occasion. Presque tous les incidents étaient liés à l'alcool et aux femmes. La libération de l'usage de la pénicilline pour traiter des maladies vénériennes encouragea indirectement la prostitution, ce qui fit monter encore plus les conflits. Pour décembre, les agressions contre des policiers et des autorités étaient si fréquentes que des communiqués spéciaux furent émis demandant de la retenue aux troupes. Les abus ne se limitèrent pas aux grades inférieurs. Le cas d'un officier qui viola une femme autrichienne et ensuite la remit à la police avec de fausses accusations fut documenté. Une partie du problème résidait dans la combinaison entre des vétérans sur le point d'être démobilisés qui cherchaient à se défouler avant de partir et de nouvelles recrues sans expérience ni formation adéquate. De plus, les messages du haut commandement durcissant l'attitude envers les Allemands pouvaient être mal interprétés comme un permis d'agir sans retenue, spécialement sous les effets de l'alcool. D'autre part, les déplacés restaient un mauvais exemple. Ils agissaient sans restriction et les soldats voyaient une impunité constante. Pour la fin de l'année, un autre foyer de tension émergeait.
la réduction drastique dans les transferts de soldats de retour aux États-Unis. Après des mois de rapatriement massif, il fut annoncé que le rythme baisserait brusquement en janvier. Des milliers de soldats, avec suffisamment de mérite pour être démobilisés, se sentirent trahis. Les nouvelles que les épouses de guerre seraient envoyées avant eux déclenchèrent la colère. À Paris et à Francfort, il y eut des manifestations multitudinaires. Bien qu'elles ne furent pas violentes, elles reflétaient une décomposition interne du corps militaire. Ces protestations eurent un effet. À la mi-janvier, un nouveau plan fut approuvé pour que tous les soldats avec un certain nombre de points retournent avant avril. Simultanément, le nombre de troupes d'occupation fut réduit. Mais les remplacements qui arrivaient non seulement manquaient de préparation technique, mais beaucoup n'avaient même pas reçu d'entraînement basique au-delà de l'utilisation du fusil ou des normes d'hygiène. En mars, une inspection révéla des fautes graves dans la discipline, l'organisation, le commandement et le contrôle. Beaucoup d'officiers jeunes et de sous-officiers manquaient d'aptitude pour gérer leurs unités. En parallèle, les autorités militaires et la police désignaient les propres troupes américaines comme la source principale de troubles. En avril, avec plus d'une centaine d'incidents enregistrés en à peine 4 jours, il fut ordonné d'informer chaque cas directement au commandant en chef. Il devait indiquer les unités impliquées et quelles sanctions étaient appliquées. Le désordre était généralisé et l'occupation était au bord de l'effondrement opérationnel. Les enfants du silence, grossesse, abandon et honte. Dès la fin de 1945, une image singulière se consolida parmi les soldats américains. En marchant dans les rues en ruine, ce n'étaient pas les hommes allemands ni les vestiges du régime déchu qui attirèrent l'attention, mais les figures féminines. Les femmes apparaissaient comme les figures publiques d'une nation vaincue. Cette perception fut renforcée par des reportages, des caricatures et des sondages qui plaçaient la Fräulein au centre de l'attention des troupes, ignorant en grande partie les hommes allemands. Cette représentation affecta directement la manière dont les soldats interprétèrent leur présence là-bas. Le contact avec des femmes se torna fréquent et visible. Il s'agissait de rencontres qui ne se voyaient pas comme faisant partie de la politique officielle, mais comme des expressions privées qui échappaient aux objectifs déclarés de l'occupation. Dans ce nouveau scénario, beaucoup d'Allemandes commencèrent à se lier avec l'armée depuis des différents fronts, aussi bien dans des espaces formels qu'informels, cherchant une forme d'apaisement face à l'effondrement social. Certaines femmes, comme secrétaires ou traductrices, accédaient à des rations supplémentaires et à des salaires qui améliorèrent leurs conditions. Cela leur permettait d'alimenter leur famille et de survivre sans dépendre nécessairement d'une relation sentimentale. Cependant, la majorité des jeunes femmes n'avaient pas accès à des emplois stables et voyaient dans les soldats une voie de subsistance. Beaucoup établirent des échanges, de la nourriture, du savon, des cigarettes en échange de vêtements lavés, de services domestiques ou, dans de nombreux cas, de relations. La ligne qui séparait les relations affectives de la prostitution s'estompa. Même celles qui défendaient la pureté de leur lien avec un soldat accusaient les autres d'agir par intérêt. Pour beaucoup, le corps devint une monnaie. Certaines étaient envoyées par leur propre famille, qui nécessitaient de la nourriture ou du charbon. Le système informel de troc devint partie intégrante du quotidien. La montre de poignet d'un Allemand pouvait être échangée contre du beurre, de la viande en conserve ou des cigarettes. Ce circuit occulte se maintint grâce à l'accès exclusif qu'avaient les Américains aux biens rares. Les autorités pouvaient peu faire. Les effets commencèrent à se rendre visibles dans les hôpitaux. En 1946, 16% des naissances étaient hors mariage et une 6e partie étaient les enfants de soldats. Le chiffre avoisinait les 94 000 pendant toute l'occupation. Certains parlaient avec ironie d'envoyer seulement des uniformes au lieu de troupes s'il y avait une autre guerre. Les femmes n'avaient pas de moyen légal d'exiger un soutien du père. Les règles militaires laissaient clair qu'aucune reconnaissance de paternité n'était requise, à moins que le soldat ne l'accepte volontairement. Les tribunaux civils allemands n'étaient pas non plus une option, il était interdit aux soldats de s'y présenter, et les tribunaux militaires ne traitèrent pas de processus civil. Ainsi, même ceux qui voulaient assumer la garde de leurs enfants affrontèrent des obstacles. Ils ne pouvaient pas les adopter, ni assumer des responsabilités formelles. La même logique s'appliquait au mariage. Malgré la fin officielle de l'interdiction de fraternisation en 1945, il ne fut autorisé de contracter mariage avec des Allemandes qu'en décembre 1946.
Même alors, les démarches étaient complexes. Des tests médicaux, des enquêtes de caractère, des entretiens avec des aumôniers, des permis spéciaux. Certains soldats attendirent des mois. D'autres, comme Russell Horton, décidèrent de se marier sans autorisation. Certains écrivirent au président Truman ou à des généraux du théâtre européen demandant des exceptions. Beaucoup retournèrent aux États-Unis sans avoir pu se marier et ensuite firent appel depuis là-bas. Bien que le Congrès approuvât des lois pour permettre l'entrée des épouses et fiancées étrangères, les obstacles persistaient. Il était exigé aux Allemandes des permis de sortie, une révision morale et un examen social. Beaucoup ne parvenaient pas à compléter le processus à temps. Avec le temps, le nombre de mariages autorisés augmenta. En juin 1950, plus de 14 000 épouses allemandes étaient entrées aux États-Unis avec leurs maris soldats. Il y en avait plus encore d'origine britannique, mais les chiffres allemands dépassaient largement ceux d'autres nations. Dans ces couples, les femmes non seulement représentaient un lien affectif, mais aussi une fonction symbolique. Le soldat occupant, en se liant à une femme locale, passait d'agent punitif à figure protectrice. La reconstruction passait aussi par le lit, l'assiette de nourriture et la chambre partagée. Cependant, le sujet le plus invisible fut celui des enfants afro-américains nés en Allemagne. Les chiffres tournaient autour de 2000 et 3000. Ces enfants subissaient un rejet particulier. Les mères étaient souvent marginalisées, appelées avec des insultes comme « maîtresse de noir » ou exclues du commerce local. Certains enfants étaient menacés, discriminés ou retirés des écoles. Dans des sondages de 1949, cependant, il fut observé que les mères allemandes étaient plus enclines à élever leurs enfants métis que les femmes au Japon ou en Angleterre. Mais cela ne signifiait pas une acceptation sociale. Beaucoup espéraient pouvoir aller aux États-Unis, croyant qu'il y aurait moins de racisme. Les autorités militaires bloquèrent systématiquement les demandes de mariage entre soldats afro-américains et femmes allemandes. Les permis étaient refusés plus que dans les cas de soldats blancs. Beaucoup d'engagements ne se concrétisèrent jamais. Malgré les difficultés, des centaines de couples se formèrent. Certains se déplacèrent même ensemble, menant des vies domestiques, bien que sans validation légale. Pendant ce temps, l'image de la femme occupée se consolidait dans la presse, dans les films et dans la culture populaire. Certains officiers voyaient cette tendance comme une menace à l'ordre moral. La figure de l'Allemande convertie en symbole sexuel occupa le centre du débat. On craignait qu'elle ne soit en train de séduire des soldats ingénus. Aux États-Unis, des reportages et des films furent publiés avertissant des risques de ces relations. La perception que les femmes étaient en train de nazifier les GI devint commune. On assumait que les soldats ne comprenèrent pas ce que représentèrent ces relations. D'autres blâmèrent les officiers pour ne pas mieux expliquer les motifs du conflit. À la fin de 46 et au début de 47, les épouses d'officiers furent envoyées en Allemagne pour freiner les relations avec les Allemandes. Les normes commencèrent à se relâcher lentement. La bureaucratie était encore dense, mais de plus en plus de soldats parvenaient à se marier ou à emmener leurs épouses aux États-Unis. 2 ans après la fin de la guerre, les soldats voyaient les femmes allemandes moins comme partie d'un ennemi vaincu et plus comme des compagnes dans la reconstruction. La fraternisation, loin de disparaître, s'institutionnalisa, même avec des politiques publiques comme les colis Care et les lettres d'aide qui connectaient des soldats avec des familles allemandes. Ce qui commença comme des contacts sexuels dispersés finit par transformer complètement la relation entre occupants et occupés. La femme allemande passa de symbole de défaite à figure du nouveau commencement. L'amour interdit, mariage entre soldats et Allemandes. À la fin de la guerre, le contact entre les soldats américains et la population civile allemande ne pouvait plus être arrêté. Ce qui commença comme un échange de regards prudents se transforma, avec le passage des mois, en liens plus proches et compliqués. Au début de 1946, les rapports du gouvernement militaire américain reconnaissaient que les relations personnelles s'étaient étendues dans toute l'Allemagne. Les commandants observaient avec déconcertement comment leurs propres hommes, qui méprisaient autrefois l'ennemi vaincu, partageaient maintenant des tables, des promenades et des chambres avec des femmes allemandes. L'interaction cessa d'être clandestine. Certaines femmes restèrent motivées par la nécessité matérielle, d'autres par un désir véritable d'échapper au vide émotionnel qu'avait laissé la guerre. Dans les 2 cas,
les soldats nord-américains devinrent des figures de pouvoir, des protecteurs, des amants ou même des sauveurs au milieu du chaos. Dans ce nouveau scénario, les liens personnels commencèrent à acquérir un sens plus profond, affection, gratitude ou recherche de stabilité. L'armée observa ce phénomène avec ambivalence. D'un côté, les autorités voulaient encourager la rééducation du peuple allemand, reconstruire son moral et façonner ses valeurs. D'un autre, les mêmes soldats qui devaient enseigner la discipline et la démocratie commençaient à tomber amoureux, se marier ou former des foyers avec les femmes qui représentaient l'ennemi jusqu'à il y avait peu. L'occupation militaire se transforma ainsi en un processus social, où la politique se mélangeait avec l'intime. Le contact entre vainqueurs et vaincus devint quotidien, et avec cela apparurent des dilemmes que la structure militaire n'avait pas prévus. Grossesse, engagement, mariages improvisés et la lente acceptation que la vie civile était en train de revenir, bien que sous des formes nouvelles et inégales. Entre 1946 et 1947, les relations sentimentales sont devenues un sujet récurrent dans les rapports internes. Les officiers parlaient de fraternisation contrôlée, un euphémisme pour désigner une réalité qu'ils ne pouvaient plus cacher. Dans les villes détruites, les soldats et les jeunes Allemandes partageaient des danses, des repas et des célébrations. La proximité physique devint également émotionnelle. Beaucoup de ces hommes, qui avaient passé des mois de guerre sans liens affectifs, trouvaient dans ces femmes un sentiment de normalité. Pour elles, le lien offrait une protection, de la nourriture, ou même la possibilité de quitter le pays. Le résultat fut un croisement d'intérêts qui, bien qu'inégal, créa des milliers d'histoires personnelles au milieu de la reconstruction. Le commandement américain tenta d'intégrer ce phénomène dans sa politique de rééducation démocratique. Les autorités voyaient dans la relation entre leurs soldats et la population civile un moyen d'adoucir l'image de l'occupant et de favoriser la confiance. Mais la frontière entre le sentimental et l'institutionnel s'avéra floue. La proximité mena à des mariages, certains légaux, d'autres de fait, qui se heurtèrent à des obstacles bureaucratiques. L'armée n'avait pas de protocole clair pour les unions entre ces hommes et les femmes d'une nation fraîchement vaincue. Dans les premières années, seul un faible pourcentage parvint à officialiser son union. On estime qu'à peine 2% des soldats qui entretenaient des relations stables avec des Allemandes réussirent à se marier légalement. Le reste vivait dans une zone grise, où l'amour et la convenance se mêlaient à l'incertitude et à la désapprobation. Les familles américaines, en apprenant ces liens, montrèrent leur rejet. Pour beaucoup de parents, un fils marié à une femme allemande était un rappel d'une guerre récente et sanglante. Dans les journaux locaux apparaissaient des lettres qui dénonçaient cet déshonneur, tandis que les autorités civiles craignaient que ces unions n'endommagent l'image du pays. En Allemagne, au contraire, le phénomène fut perçu avec un mélange d'espoir et de ressentiment. Certaines jeunes femmes rêvaient d'une nouvelle vie aux États-Unis, d'autres subissaient le mépris de leurs voisins, qui les considéraient comme des traîtresses. La morale publique était en crise, et l'amour entre un soldat étranger et une femme allemande devint un symbole de cette transformation. Dans les registres du gouvernement militaire figurent des centaines de demandes de mariage. Chacune devait passer par un long processus de révision où étaient évalués les antécédents, la moralité et les motivations. La paperasse s'accumulait dans les bureaux d'occupation, tandis que les soldats attendaient des autorisations qui souvent n'arrivaient jamais. Beaucoup d'unions furent frustrées par la distance ou par la rotation des troupes. D'autres se poursuivirent en secret, avec des promesses faites dans des chambres prêtées ou des lettres qui traversaient l'Atlantique. Les autorités civiles des États-Unis finirent par créer une procédure spécifique pour permettre à certaines épouses allemandes d'émigrer, sous la condition d'être évaluées comme moralement aptes. Cette catégorie, ambiguë et discriminatoire, détermina le destin de milliers de femmes. Le processus d'approbation n'était pas simple. Les candidates devaient présenter des certificats de santé, des documents de résidence et des preuves de n'avoir eu aucun lien avec le parti nazi. Dans certains cas, on les interrogeait sur leur éducation, leur religion ou leur réputation. Les dossiers contenaient des observations des commandants qui estimaient si l'union bénéficiait ou nuisait à l'armée. L'amour se trouva subordonné à la bureaucratie militaire. Beaucoup de soldats revinrent seuls dans leur pays, laissant derrière eux des femmes qui, en plus de la pauvreté, subirent la stigmatisation d'avoir aimé l'ennemi. Dans des lettres adressées aux autorités, certaines demandèrent de l'aide pour rejoindre leur mari ou réclamer des promesses non tenues. Peu reçurent une réponse.
Entre-temps, les liens les plus durables commencèrent à avoir un poids symbolique. Dans des villes comme Berlin, Francfort ou Munich, les mariages mixtes devinrent de petits laboratoires sociaux. Les couples étaient observés avec curiosité. Un soldat en uniforme impeccable marchant au bras d'une femme allemande encore vêtue de vêtements rapiécés. Dans ces scènes se mêlaient la différence culturelle et l'illusion d'un avenir commun. Les enfants nés de ces unions, appelés parfois « enfants de l'occupation », représentèrent la première génération de l'après-guerre. Certains furent élevés en Allemagne, d'autres voyagèrent aux États-Unis avec leur mère. Tous portèrent une identité ambiguë qui reflétait la complexité du moment historique. Pendant ce temps, les commandements de l'armée tentaient de justifier publiquement ce processus. Les rapports de 1946 et 1947 parlaient de « démocratisation affective », une manière d'adoucir l'image de l'occupant. La politique de rééducation s'étendit à la vie privée, transformant les relations personnelles en un champ d'action politique. Les programmes de loisirs, de sport et d'assistance à la jeunesse allemande servaient à contrôler et à canaliser les contacts entre les deux populations. Dans ces espaces, les émotions se mêlaient au discours pédagogique. Beaucoup de soldats agissaient comme mentors, instructeurs ou figures paternelles, tandis que d'autres entretenaient des liens romantiques discrets. Ce que l'armée avait tenté d'éviter, l'intimité avec l'ennemi, finit par devenir un outil involontaire d'intégration. Les statistiques du gouvernement militaire montraient une augmentation progressive des mariages et des demandes de cohabitation. Les autorités commencèrent à voir la réalité avec plus de pragmatisme. Si la cohabitation était inévitable, elle devait au moins être réglementée. Dans les clubs de jeunesse et les centres culturels administrés par l'armée, l'interaction sociale entre soldats et Allemands devint plus visible. Des bals, des réunions et des fêtes furent organisées dans l'intention de canaliser ce contact dans un cadre acceptable. Parallèlement, des relations sincères virent également le jour. Au milieu du rationnement, des couvre-feux et du manque de logement, certains parvinrent à construire un foyer improvisé. Les images de soldats américains se promenant avec des femmes allemandes cessèrent de faire scandale et commencèrent à être vues comme un signe de normalisation. Les cas de mariage légal, bien que minoritaires, ouvrirent la voie à une nouvelle phase de l'occupation. Les épouses allemandes qui parvenaient à émigrer aux États-Unis étaient présentées par la presse comme des exemples de réconciliation. Cependant, beaucoup firent face au rejet et à l'isolement dans leur nouvelle communauté. Les rapports consulaires mentionnaient que de nombreuses femmes souffraient de discrimination, de soupçons ou de solitude. Certaines furent abandonnées peu après leur arrivée. D'autres s'adaptèrent avec effort, apprenant la langue et élevant des enfants dans un environnement qui les comprenait à peine. L'histoire de chacune de ces femmes resta marquée par le croisement entre la guerre et l'amour. À mesure que ces histoires se multipliaient et devenaient plus visibles, les illusions commençaient également à s'estomper. Le contraste entre amour et abandon, promesses et désenchantement, marqua la fin de cette étape. En 1947, les autorités calculèrent que seulement 2 soldats américains sur 100 qui avaient entretenu des liens stables avec des femmes allemandes parvinrent à formaliser leur union. Le reste se perdit entre l'oubli et la distance. Les histoires de ces femmes restèrent dispersées dans des rapports, des lettres ou des dossiers archivés. Certaines continuèrent à écrire aux casernes en quête de réponses. D'autres se résignèrent à élever seuls les enfants d'une guerre dont personne ne voulait plus se souvenir. Au fil des ans, le contact entre les deux sociétés changea de forme. Les soldats n'étaient plus seulement des occupants. Beaucoup devinrent des maris, des pères ou des citoyens résidents. La ligne entre le vainqueur et le vaincu devint floue. Dans les programmes d'échange culturel et éducatif encouragés par l'administration américaine, la coopération remplaça la méfiance. Cependant, la trace de ces premières rencontres intimes demeura. Les relations entre soldats et Allemandes furent à la fois un reflet de la misère de l'après-guerre et un prélude à la réconciliation. Vers 1949, lorsque les troupes commencèrent à se retirer et que l'administration militaire céda la place au nouveau gouvernement allemand, beaucoup de ces couples avaient déjà disparu. Restaient cependant les enfants, les photographies et les souvenirs dispersés. Les rapports finals de l'occupation signalèrent que la cohabitation entre Américains et Allemands avait été l'un des facteurs les plus influents dans la reconstruction sociale du pays. Derrière les chiffres et les statistiques se trouvaient les vies de ceux qui traversèrent les frontières de la haine pour former, ne fût-ce que brièvement, une famille improbable.
Les dernières lignes de ces documents reconnaissaient ce qui avait été nié pendant des années, que le contact entre les soldats et les femmes allemandes avait été aussi décisif que toute mesure économique ou politique. Non seulement à cause des mariages, mais parce qu'il révéla une transformation plus profonde. Au milieu du rationnement et de la destruction, l'amour, sous toutes ses formes, avait survécu. Même si à peine un petit nombre d'unions réussit à se formaliser, leur existence suffit à démontrer que même après une guerre totale, il était possible de regarder à nouveau l'ennemi sans haine. La Nouvelle-Allemagne, rééducation morale et contrôle culturel. Après la défaite allemande, l'un des principes établis par la directive JCS 1067 fut la préparation progressive à reconstruire la vie politique germanique sous un système démocratique. Cependant, cette même instruction ordonnait de ne permettre aucune activité politique sans l'autorisation expresse du commandement militaire, soulignant que l'administration américaine ne devait s'aligner sur aucun courant ni groupe politique. Le manuel FM 27-5, publié 2 ans auparavant, soulignait que ni les dirigeants politiques locaux ni les partis organisés ne devraient influencer les politiques du gouvernement militaire. Par conséquent, l'approche du Chaef fut, dès le début, de ne pas encourager le retour de la politique, mais plutôt d'éviter sa réapparition. Après la reddition, cette interdiction fonctionna presque complètement. Pendant 12 ans, le régime nazi avait éliminé toute structure politique qui ne fût pas la sienne. Les communistes et les sociaux-démocrates avaient été emprisonnés ou contraints à l'exil, tandis que les autres groupes furent neutralisés ou absorbés par la pression ou la violence. La population allemande, peu portée sur la politique partisane, se souvenait du destin des formations marxistes et bourgeoises sous Hitler, ainsi que de la situation actuelle des nazis sous occupation. Lorsque le Chaef G2 examina le panorama politique allemand en juillet 1945, il conclut qu'il n'existait pas d'activité politique réelle, mais à peine des conversations dispersées entre quelques survivants des anciens partis. Sur le terrain, cependant, les autorités militaires commencèrent à remarquer que la sphère politique allait au-delà des partis. Les représentants allemands désignés tendaient à refléter des positions sociales, religieuses ou économiques, souvent avec un arrière-plan politique, même s'ils n'avaient pas d'affiliation formelle. Selon un sondage du G5, en l'absence d'un programme politique défini, c'étaient les intérêts particuliers, comme ceux de l'Église ou de certains individus influents, qui donnèrent le ton. Le risque était que les autorités d'occupation finissent par être responsables des conséquences dérivant des décisions prises par des personnes qui, en théorie, étaient apolitiques. En juin, le général Clay fit face à une situation compliquée avec la nomination du premier ministre-président de Bavière, Fritz Schäfer, ce qui l'amena à recommander à McCloy un assouplissement du veto à l'activité politique. Avec l'appui des accords de Potsdam, il fut décidé de permettre et d'encourager la création de partis démocratiques. Un jour après avoir annoncé aux Allemands qu'ils pourraient participer à des activités politiques locales, Eisenhower ordonna aux districts militaires de commencer à accorder des licences au niveau local. Mais la réponse fut minime. Dans la majorité des régions, seuls quelques anciens communistes et sociaux-démocrates posèrent des questions vagues sur la procédure, laquelle n'était même pas encore définie. À Munich, un groupe tenta de promouvoir une formation culturelle à caractère politique, mais la majeure partie de la population était plus préoccupée par la faim, le logement et les problèmes quotidiens. Beaucoup voyaient l'offre comme un signe d'approbation de la part des Américains, mais n'avaient aucun intérêt à s'impliquer à nouveau dans la politique, qu'ils blâmaient pour la tragédie nationale. Dans le Kurhessen, par exemple, les autorités détectèrent que la majorité des agriculteurs se situaient dans ce groupe désintéressé, tandis que seuls les ouvriers urbains semblaient avoir quelques attentes vis-à-vis des syndicats et des partis. Cette apathie généralisée évita aux autorités militaires l'embarras de ne pas encore disposer d'un système d'octroi de licence. Comme ni l'US-FET ni les districts militaires n'avaient élaboré de procédures concrètes, le programme dut être gelé pendant 2 mois. Malgré tout, un panorama politique de base commença à se dessiner. Dans la zone soviétique, le modèle était déjà en marche. Dès juin, la création de partis antifascistes fut autorisée, et en quelques semaines furent enregistrés le Parti communiste, le social-démocrate, l'Union démocrate chrétienne et le Parti libéral. Bien que tous eussent des racines antérieures à 1933, seul le communiste s'identifiait pleinement à la zone soviétique. Les autres commençaient à peine à se réorganiser.
Dans la zone américaine, les premiers à apparaître furent les communistes et les sociaux-démocrates, bénéficiant de ne pas être liés au passé nazi. Les sociaux-démocrates pouvaient souligner qu'ils furent les seuls à voter contre les pouvoirs dictatoriaux pour Hitler en 1933. Bien que les communistes ne montrassent pas de respect pour la démocratie durant la République de Weimar, ils furent brutalement persécutés par les nazis et, étant soutenus par une puissance victorieuse, acquirent automatiquement un sceau démocratique. Les deux partis, cependant, faisaient face à de sérieux défis. L'Église catholique leur était hostile et ils ne disposaient pas d'une majorité ouvrière. Parmi les partis de classe moyenne antérieurs au nazisme, ceux qui montraient des signes de vie étaient le Zentrum et sa version bavaroise. Leurs liens historiques avec l'Église catholique leur permirent de se distancier du nazisme, bien que tous leurs membres n'y soient pas parvenus. Les autorités militaires, malgré certaines réserves, désignèrent plusieurs de leurs leaders potentiels, comme Adenauer à Cologne ou Schaeffer en Bavière. Même ainsi, ces partis étaient réticents à raviver leur profil confessionnel. Leurs leaders voulaient élargir leur base électorale et craignaient de ne pas pouvoir rivaliser avec les communistes ou les sociaux-démocrates. C'est pourquoi ils préféraient que l'interdiction politique se prolonge. Mais lorsque ceux-ci commencèrent à s'organiser, ils se virent poussés à promouvoir des partis chrétiens à caractère plus large. Le concept d'un parti chrétien interconfessionnel opposé au marxisme athée fut officialisé en mars 1945 à Cologne. Dans la zone soviétique, il fut baptisé Union démocrate chrétienne, CDU, le 25 juin. Dans la zone américaine, on utilisa d'abord le nom de Parti populaire chrétien social, mais en septembre, on adopta CDU à l'ouest et CSU en Bavière. Ces nouveaux partis tentaient de rassembler tous les secteurs opposés au communisme et au socialisme. L'aile droite faisait appel aux entrepreneurs, aux grands propriétaires et aux bourgeois. L'aile gauche cherchait le soutien des petits commerçants, des paysans et des fonctionnaires. Même dans les zones ouvrières, ils acceptaient des propositions de nationalisation. La CSU, de plus, se présentait comme défenseur de l'identité bavaroise et des valeurs catholiques. Les deux groupements montraient leur disposition à accepter des ex-nazis repentis et avançaient que l'épuration devait se limiter à l'élite nazie, excluant les dénommés nazis par obligation. Le Parti libéral, ressuscité dans la zone soviétique sous le nom de Parti libéral démocratique, représentait une version moderne de l'ancien Parti démocrate allemand. Dans la zone américaine, émergèrent des variantes comme le Parti populaire démocratique. Ce groupe défendait la propriété privée, le libre marché et la laïcité, ce qui les rapprochait du modèle américain. Cependant, leur base sociale était limitée et leur position intermédiaire était éclipsée par les programmes étendus de la CDU-CSU et des sociaux-démocrates. Leur présence la plus solide se trouvait en Wurtemberg-Baden, où l'un de leurs fondateurs, Reinhold Maier, fut désigné par les autorités d'occupation comme ministre-président. Les analystes américains manifestèrent leur préoccupation face à la rareté de figures compétentes dans tous les partis. Beaucoup de leaders étaient morts, s'étaient exilés ou étaient âgés. Ceux qui survécurent au nazisme n'étaient pas, pour la plupart, des figures marquantes, mais des individus insignifiants qui n'éveillèrent jamais de soupçons. L'apparition de Joseph Müller, fondateur de la CSU, surprit les Américains. Avocat respecté et membre d'une famille de l'aristocratie munichoise, il avait des liens avec l'Église catholique et un passé dans le service de renseignement militaire, bien qu'il ait passé les derniers mois de la guerre dans un camp de concentration. Ses contacts avec les Américains étaient bons, mais on le soupçonnait également d'avoir des connexions avec les Soviétiques. Alors qu'il défendait l'inclusion des nazis mineurs, il affirmait avoir été intermédiaire avec le Vatican durant la Résistance. Face à son principal rival, Schaeffer, certains commencèrent à le voir comme une option valable dans le jeu démocratique. Le général Clay décida d'accélérer le processus. Il considérait que la meilleure façon d'apprendre la démocratie était de l'appliquer, et la réduction des troupes après la fin de la guerre dans le Pacifique lui offrait une excuse pratique. En septembre, il proposa d'organiser des élections locales en janvier 1946 dans les municipalités de moins de 20 000 habitants et de les étendre aux régions plus grandes les mois suivants. La décision fut si soudaine qu'elle fut annoncée avant que les règles pour l'octroi des licences de parti ne soient prêtes. Ces instructions ne parvinrent aux bureaux locaux qu'en octobre. La mesure fut mal accueillie par presque tout le monde. Américains et Allemands pensaient que les élections étaient prématurées. Il n'existait pas de programme de rééducation,
et organiser des scrutins à peine 8 mois après la fin de la guerre semblait être une imprudence. De plus, en octobre, seuls 6 districts de Bavière avaient approuvé des partis locaux. Dans certains endroits, personne ne se présenta pour former des partis. Les règles exigeaient que chaque demande ait 25 parrains avec des formulaires individuels, ce qui les exposait à des vérifications de renseignements. Même les partis déjà légalisés préféraient retarder les votes par crainte d'échouer ou de perdre leur poste, car beaucoup de leurs membres étaient des fonctionnaires nommés par le gouvernement militaire. Malgré la résistance généralisée, Clay ordonna en novembre que des dates fermes soient fixées pour les élections communales et que l'enregistrement des partis au niveau régional soit autorisé. Cela ouvrait la voie à une nouvelle étape politique, bien qu'une grande partie de la population et les autorités elles-mêmes n'étaient toujours pas prêtes. Après l'annonce électorale, les administrations locales commencèrent à recevoir des ordres précis. Chaque autorité devait préparer des listes, des formulaires, des recensements et des structures minimales permettant d'exécuter les scrutins. Dans les zones rurales, où les archives avaient été détruites ou abandonnées, le processus devint chaotique. Beaucoup de fonctionnaires ne savaient pas comment vérifier les identités ni établir un registre fiable. Certains eurent recours à des témoignages de voisins ou à des registres ecclésiastiques, tandis que d'autres improvisèrent des recensements d'urgence. La priorité était de respecter les dates imposées, même si les conditions minimales n'étaient pas assurées. En parallèle, les bureaux de renseignement augmentèrent la surveillance des nouveaux partis. Il fut ordonné de vérifier les antécédents de tous les signataires, d'identifier les liens avec le régime précédent et d'élaborer des profils pour chaque candidat. Les équipes de contre-espionnage traquaient les connexions douteuses, mais elles saturaient aussi le système de soupçons infondés. Dans beaucoup de villages, les quelques volontaires intéressés à former des partis furent l'objet d'un examen si intense qu'ils finirent par se retirer par peur de représailles. Le résultat fut que, dans plusieurs districts, les élections se déroulèrent sans réelle compétition ou avec des candidats uniques. En Bavière, où le processus était plus avancé, des conflits commencèrent à apparaître entre les groupements. La CSU tenta de se consolider comme parti dominant dans les zones rurales, tandis que dans les noyaux industriels, les sociaux-démocrates regagnèrent du terrain. Les communistes, malgré leur organisation, souffraient du rejet ouvert de secteurs religieux. Dans des villes comme Nuremberg, des tensions furent rapportées entre des ouvriers sympathisants du KPD et des fonctionnaires nommés par le gouvernement militaire, qui tentaient de freiner leur avancement. La coexistence forcée entre des acteurs si divers généra un environnement politique fragile, marqué par la méfiance. Dans le Württemberg, les libéraux parvinrent à une certaine stabilité grâce au soutien de figures locales et à leurs discours modérés. Néanmoins, le manque d'une structure nationale solide limitait leur impact. Les partis nouvellement fondés dépendirent dans une large mesure du soutien direct des autorités d'occupation qui intervenaient discrètement pour éviter que les communistes ne dominent des zones clés. Cette influence indirecte générait des tensions internes, car les propres officiers américains débattaient du degré de participation qu'ils devaient avoir dans le processus politique allemand. En parallèle de la renaissance politique, une stratégie culturelle à des fins de rééducation fut mise en œuvre. Les autorités alliées considéraient qu'il était impératif de transformer la mentalité collective pour éviter la résurgence du totalitarisme. À cette fin, des programmes de contrôle de la presse, de supervision scolaire et de régulation du contenu artistique furent conçus. La circulation des livres à idéologie nationaux-socialiste fut interdite et des filtres furent établis pour approuver les nouvelles publications. Les maisons d'édition devaient soumettre leurs manuscrits à un processus de révision idéologique avant d'obtenir la permission d'imprimer. La radio fut l'un des instruments les plus surveillés. Dans les zones américaines, des conseils de surveillance furent installés pour contrôler les contenus diffusés. Seuls les programmes véhiculant des valeurs démocratiques étaient autorisés et les émissions éducatives étaient priorisées. Dans certaines régions, la production de reportages sur les crimes de l'Ancien Régime fut encouragée dans le but de montrer la responsabilité collective. Ces récits étaient diffusés aux heures de grande écoute et étaient souvent accompagnés de témoignages réels, d'images de camps de concentration ou de chiffres documentés. L'intention était de générer une conscience historique, bien que dans certains cas, ils provoquèrent rejet ou apathie. Dans les écoles, le plan fut encore plus ambitieux. Les contenus curriculaires furent épurés et de nouveaux enseignants furent formés sous des conditions strictes.
Ceux qui avaient été membres du parti nazi étaient exclus, sauf s'ils démontraient avoir agi par obligation et sans ferveur idéologique. Des manuels provisoires furent élaborés, éliminant toute référence au militarisme, au pangermanisme et au leadership autoritaire. À leur place, des notions de base de civisme, de pluralisme et de coexistence furent introduites. Les cours d'histoire furent reformulés pour inclure les erreurs du passé récent, bien que cette tâche ait rencontré des résistances de la part des élèves et des parents. Les universités furent également intervenues. Des doyens provisoires, souvent étrangers, furent nommés pour superviser l'admission et le corps enseignant. La démission des professeurs compromis avec l'ancien régime fut exigée, et le retour des universitaires exilés fut encouragé. Certains revinrent de Suisse, de France ou des États-Unis, mais d'autres refusèrent, arguant que l'Allemagne n'offrait pas encore de garantie minimale. Les centres d'études furent contraints d'ouvrir leurs portes sous stricte surveillance, avec des cours limités et des budgets minimaux. Sur le plan religieux, les autorités cherchèrent une alliance tactique avec les églises. Tant les catholiques que les protestants furent considérés comme des alliés possibles pour promouvoir des valeurs démocratiques. La publication de bulletins paroissiaux fut autorisée, à condition qu'ils évitent les discours politiques ou les revendications nationalistes. Dans certains diocèses, l'organisation de groupes de jeunesse à des fins éducatives fut permise, bien que ceux-ci fussent surveillés par des agents de renseignement. La collaboration interconfessionnelle fut encouragée, en particulier dans les zones où la polarisation religieuse avait été source de conflits dans le passé. Dans le domaine artistique, la situation était contradictoire. D'une part, les œuvres liées au national-socialisme ou à l'exaltation militaire étaient interdites. D'autre part, la création de nouvelles expressions culturelles reflétant la liberté et le pluralisme était encouragée. Certains théâtres furent rouverts sous direction alliée, et des festivals contrôlés furent organisés pour montrer la renaissance culturelle de l'Allemagne. Cependant, la censure restait présente, et beaucoup d'artistes optèrent pour l'autocontrainte. Les galeries limitaient leurs expositions à des thèmes inoffensifs, et les écrivains évitaient tout contenu polémique. Dans les médias imprimés, de nouvelles publications avec licence alliée virent le jour. La parution de quotidiens régionaux, aux mains de journalistes n'ayant pas d'antécédents nazis, fut priorisée. Ces journaux devaient adopter une ligne éditoriale neutre, sans inclination partisane. Les notes d'opinion étaient révisées avant leur publication, et les directeurs maintenaient un contact permanent avec les officiers américains. Certaines de ces publications parvinrent à se consolider comme des espaces de débat modérés, bien que d'autres disparurent par manque de financement ou d'intérêt du public. Dans l'ensemble, la rééducation culturelle fut conçue comme un processus intégral, mais son impact réel fut inégal. Alors que dans les grandes villes, des changements visibles étaient observés dans les zones rurales, l'attachement aux valeurs conservatrices persistait. Beaucoup d'habitants voyaient les réformes comme des impositions externes et non comme une transformation véritable. Malgré le déploiement institutionnel, les résultats étaient difficiles à mesurer. La majorité des rapports envoyés à Washington parlèrent d'avancées lentes et de résistance passive plus que d'enthousiasme citoyen. Pour les autorités américaines, cependant, l'important était de jeter les bases. Il s'agissait d'installer une nouvelle structure morale, même si elle n'était pas acceptée immédiatement. La priorité était d'éviter le retour de formes autoritaires, et pour cela, il était nécessaire de créer des institutions, des médias et des espaces où la démocratie serait promue, même si c'était de manière artificielle au début. Le pari était à long terme, construire par le haut une société ouverte, même au prix de rejet ou de recul temporaire. Avec ces mesures, le premier cycle de la reconstruction culturelle et politique allemande se clôturait. L'occupation avançait vers une nouvelle phase, où l'intervention directe du gouvernement militaire céderait la place à des formes d'influence plus subtiles. Mais l'objectif restait intact, empêcher le passé de revenir et assurer que l'avenir soit marqué par le pluralisme, la modération et le contrôle institutionnel.